Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et vous allez voir les deux prochains points lecture vont être consacrés à mes lectures du challenge des 4 maisons. Si vous avez suivi les vlogs ou mes réseaux sociaux, vous savez que j'ai beaucoup lu, bien carburé. La première semaine j'ai lu 7 livres, donc là je ne vais pas vous présenter 7 livres sinon la vidéo serait trop longue. Et la seconde semaine, là on est en plein dedans. Pour tout vous avouer, nous sommes le samedi 12 août. Le challenge n'est pas encore terminé, mais il faut que j'écoule ces lectures. Voilà. Ici, je vais vous parler du tome 3 de Zodiac, Lune Noire de Romina Russell, paru chez Michel Lafon. De Charlie Davidson, le tome 4, quatrième tombe au fond, de Darida Jones aux éditions Milady. De Patient de Grand Corps Malade, paru aux éditions Point. De Hate List de Jennifer Brown, paru aux éditions Albin Michel Wiz. Et pour finir, de Kereban de Dario Alcide aux éditions 404. Oui, là il y a 5 livres à présenter, donc il faut que je carbure. Je commence avec ce troisième tome de Zodiac que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. Ce troisième tome, je crois que c'est la première fois que cette saga me déçoit, malheureusement. Pour reprendre un petit peu, nous suivons Roma qui est originaire du Cancer, qui va avoir son destin complètement chamboulé lorsque sa planète du Cancer explose. Oui, tout ça. Elle va avoir de grandes responsabilités et va chercher à tout prix à comprendre qui est l'ennemi et va découvrir qu'il existe un 13e signe dans le zodiaque et que ce 13e signe, le Serpentaire, a décidé de revenir sur le devant de la scène et de faire la guerre aux autres signes. Ça c'était dans le tome 1. Il s'est passé énormément de choses dans les deux premiers tomes et ce troisième tome, j'ai l'impression que c'est une sorte de petite parenthèse. Petite parenthèse où la guerre n'est pas très présente. Roma joue plutôt les ambassadrices auprès d'une association ou un groupe politique qui s'est monté, un peu étrange, qui veut la... Oh, je vais faire tomber... Aïe, aïe, aïe. Qui veut que tous les signes vivent en harmonie, bref, quelque chose d'idyllique. Et il ne se passe pas grand chose dans ce tome. Je dois bien avouer que c'est probablement ce qu'on peut appeler le tome de transition avant le dernier tome où là ça risque de péter de partout. On voit la fin du triangle amoureux. Oui, ce fameux triangle amoureux que nous suivons depuis le premier tome. C'est yes, c'est terminé. Roma a décidé et je suis trop contente parce que j'avoue que je suis pas fan des triangles amoureux. Ça ne me gênait pas forcément dans cette saga, mais là qu'il soit fini c'est top. Mais voilà, je ne peux que vous dire ça, il ne se passe pas grand chose à part dans les quelques dernières pages où on a des révélations. Mais sinon, moins bien que les autres. Je continue avec Charlie Davidson, le tome 4. Alors, pour résumer, Charlie c'est une détective privée. Elle donne aussi un coup de main à son oncle qui est dans la police. Elle joue un peu les barmaids aussi dans le bar de son père, mais surtout, Charlie, c'est la faucheuse. Les morts viennent passer au travers d'elle, elle est aussi brillante qu'un phare, en pleine obscurité, et c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est le 4e tome, dès les premières pages, je suis à nouveau plongée dans l'humour de Charlie que j'adore. C'est un humour noir, c'est sarcastique. C'est plutôt bien dosé et c'est tout le long du livre. C'est ce que j'adore moi dans Charlie, c'est cet humour qu'on retrouve quotidiennement, tout le temps, à chaque ligne. Et j'adore. On est toujours un petit peu dans le même principe que les autres tomes, c'est-à-dire une enquête ou plusieurs enquêtes en parallèle où Charlie va mettre son grain de sel, va essayer de trouver des réponses qu'elle va trouver, elle va élucider les affaires de toute façon. Et puis on a toujours Reyes en toile de fond. Reyes, c'est le gars qui venait la hanter dans ses rêves, lui faire des petits trucs sympas dans ses rêves. Maintenant il est en chair et en os dans sa vie et j'adore.
Moi j'adore les voir évoluer tous les deux, c'est toujours très sympa. Et puis bon, Reyes, dès qu'il rentre dans une pièce, la température grimpe. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais à mon avis c'est un avis que j'aurai pour chaque tome de cette saga. J'ai lu ce tout petit livre qu'une collègue m'avait prêté, qui n'était pas du tout prévu dans le challenge à la base, mais il fait 168 pages et j'ai trouvé la plume de Grand Corps Malade juste parfaite pour cette histoire. En fait, c'est une autobiographie, il va raconter son accident, l'accident qu'il a eu avant ses 20 ans et toute la période qui aura suivi, donc toute sa rééducation pour réapprendre à marcher, parce qu'au début on lui disait qu'il ne remarcherait jamais, que pratiquement il ne pourrait plus bouger ses mains. Il était quand même tétraplégique. Et voilà, ça aurait pu me plomber le moral, mais en fait pas du tout, parce que c'est traité avec humour. On voit toutes les relations qu'il noue dans ce centre de rééducation, donc entre les patients, entre les infirmières, les aides-soignants. Il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés, il n'y a pas de langue de bois, il nous parle de tout, même des pires choses. Mais voilà, c'était un livre très sympa, je sais qu'il y a un film dessus, donc il faudra peut-être que je me le regarde. Je ne connaissais pas vraiment Encore Malade, voilà, je connais quelques-unes de ses chansons, mais ça m'a donné envie de découvrir l'artiste parce que une telle force de caractère, une telle volonté, c'est admirable et j'ai beaucoup aimé ce livre. Autre lecture commune que j'ai fait avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire, et c'est Atelys qui avait été aussi choisi pour le Harakiri livresque. Voilà, je fais d'une pierre deux coups. Ici, nous sommes dans un sujet assez dur puisque nous suivons une jeune fille qui a vu son petit ami sortir une arme en plein milieu du lycée et commencer à tirer sur ses camarades. Voilà. Si vous connaissez l'histoire de Columbine, vous savez que ça existe, vous savez que c'est réel. Et c'est d'autant plus touchant quand on le présente dans un livre de savoir que ça a réellement existé et que ça peut exister. C'est une lecture qui s'est faite hyper rapidement, l'ambiance est assez pesante, je dois dire, dans ce livre, parce que, si vous voulez, on a 3 parties. La première partie, on retrouve Valérie qui doit reprendre les cours. Voilà, c'est la rentrée, il faut qu'elle reprenne les cours. Et elle ne sait pas comment elle va être accueillie parce qu'elle était quand même la petite amie du tireur. On l'a suspectée aussi d'avoir attisé la haine, d'avoir créé une hate list qui a servi pour le jeune homme à choisir ses victimes. Bref, c'est une angoisse vraiment de reprendre le lycée. Et dans cette première partie, on voit aussi les quelques jours avant la tuerie. Voilà, sa relation qu'elle a avec son petit ami. C'est une ambiance très pesante. La seconde partie est consacrée aux conséquences de cette tuerie. On retrouve Valérie quelques jours après où elle va réaliser que Nick a tué des gens, s'est tué lui-même. Voilà, toute l'enquête qu'il va y avoir autour de ce fait pour voir si elle était coupable ou pas, etc. Et la troisième partie est complètement ancrée dans le présent et c'est vraiment son arrivée au lycée et comment elle est vue, s'il y a des tensions dans le lycée, si certains élèves la suspectent, vont lui pourrir la vie, bref, voilà. C'est un sujet très grave. Niveau psychologique, je trouve que ça a été assez bien amené. Le psy qui suit Valérie, je trouve qu'il a une très très bonne influence et qu'il a des conseils très justes. Après, moi c'est pas mon boulot donc je sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un personnage très important dans la vie de Valérie et tant mieux, c'est ce qu'il lui fallait. Après, pour le personnage principal, c'est très délicat parce que on en fait une victime, elle-même se voit comme une victime, elle dit qu'elle n'a tiré sur personne, donc faut arrêter de lui en vouloir ou quoi que ce soit. Elle essaye de se remettre en question, mais elle est finalement très très égoïste parce qu'elle ne pense un peu qu'à elle, qu'à sa situation, qu'à son mal-être intérieur, et elle ne voit pas que la tuerie a eu des conséquences sur plein d'autres personnes. Et quand elle s'en rend compte, c'est peut-être un peu trop tard quoi. Sinon la fin, c'est un peu une fin douce amère, j'ai versé ma petite larme, forcément. Et voilà, je vous conseille quand même ce livre, il fait réfléchir.
Ça, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il fait réfléchir et je vous le conseille. Et pour finir, je vous parle de Kereban que j'ai eu en service presse grâce aux éditions 404. Donc je remercie vraiment la maison d'édition pour avoir répondu à ma demande quand je leur ai demandé de m'envoyer ce livre. Je l'ai choisi parce que celui-là, je savais qu'il allait se lire très très vite. Il fait 240 pages et en fait, voilà. On est à la manière d'Illuminae, donc c'est simplement une compilation de documents qui va former une histoire. Et je dois dire que cette histoire, au début, elle était très générale. En fait, nous allons suivre l'évolution, la découverte, dans la petite ville de Kereban, d'un gisement d'Akos. Ça va engendrer beaucoup de choses, beaucoup de conséquences économiques, politiques. L'Akos, c'est un minerai qui est forcément très utile au monde entier. Et Kereban va devenir un petit peu la source de pouvoir dans ce monde. Et il faut savoir que sur cette planète, la nôtre, probablement en l'an 3000, il y a deux nations qui se déchirent. Il y a Iliac et il y a l'Empire qui est technologiquement supérieur à Iliac. Et comme Kereban est à Iliac, ça va un petit peu redispatcher les forces. Donc l'histoire était très générale au départ. On suit des articles de journaux, on suit des mails, des conversations sur le réseau. C'est très général pour nous présenter en fait tous les enjeux politiques de ce gisement de minerais. Et après, donc ce qui me manquait un peu, c'était un petit peu de personnel. Et après, en fait, on va suivre des personnages récurrents qui vont revenir dans les conversations, dans les mails, dans les journaux intimes aussi. Et là, ça prend une dimension plus personnelle et je me suis surprise à m'attacher à des personnages alors que je ne les voyais que quelques pages dans le livre. On y suit une infirmière qui, elle, est dans la capitale d'Iliac, qui subit la guerre, qui soigne des civils, des soldats. On suit un détachement de soldats justement qui est envoyé à la guerre avec le héros qui est assez brave pour aller en première ligne et puis le petit gars qui a 17 ans je crois et qui lui a peur de mourir et qui se planque tout simplement, c'est un lâche. Voilà, c'est des histoires de vie durant une guerre, puisque voilà, je veux pas vous spoiler, mais bon. Il y a des pouvoirs en présence qui vont essayer de conquérir Kereban parce que c'est une place forte à ce moment-là, une place stratégique. Et c'était vraiment très chouette, franchement j'ai beaucoup aimé cette narration, ça se lit tout seul, c'est hyper fluide. C'est parfait pour un challenge, ça c'est clair. Mais en plus cette couverture est juste splendide. Moi j'avais craqué pour la couverture avant de savoir que c'était des documents. Et bref, voilà, si vous voulez quelque chose d'original à propos d'une guerre en l'an 3000 avec des robots, une technologie avancée, des drones, je vous conseille. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo point lecture. Je vais de suite tourner la seconde parce qu'il me reste encore 5 autres livres à vous présenter. J'espère avoir fait court pour pas que ça dure 3 heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si certains vous font envie ou pas, si vous avez aimé ou pas un de ces livres. N'hésitez pas à me le dire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh, 14 minutes.